Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons présenter maintenant le calcul quantique. Alors le calcul quantique, ce sont des opérations arithmétiques et logiques qui sont faites sur des qubits que nous avons vu précédemment, tout comme le calcul numérique classique fait des calculs de ce type sur des bits. Ici, on fait des opérations sur des qubits en exploitant les propriétés quantiques telles que l'intrication et la superposition quantique des états. L'idée date des années 70, elle a été lancée par Feynman. À l'époque, il faisait, lui, ses équipes et ses coéquipiers et d'autres personnes, faisaient beaucoup de calculs sur des systèmes quantiques. Et ces calculs étaient notoirement difficiles, et le calcul numérique tout aussi difficile, surtout dans les années 70, les ordinateurs étaient encore relativement modestes, pas très puissants. Donc, Feynman a lancé l'idée de dire, plutôt que de faire des calculs avec des machines normales, on devrait utiliser les propriétés quantiques pour faire des calculs quantiques. Ça serait beaucoup plus adapté. L'idée était lancée. Elle fut approfondie peu de temps après par Deutsch, Benioff et Bennett. À ce stade, ça restait une idée relativement générale qui n'avait pas de concrétisation. Mais en 1929, Peter Shor, qui travaillait chez ATT, a trouvé un algorithme un algorithme quantique, qui permet de factoriser des grands nombres. Alors qu'est-ce que c'est que la factorisation des grands nombres? On a un nombre comme 391, il est en fait le produit de deux nombres premiers. 23 fois 17. Retrouver les facteurs premiers dont la multiplication donne le nombre n'est pas toujours facile. En partant du 391, on n'a pas beaucoup d'autres choix que de faire des essais. Il existe des outils mathématiques puissants comme les courbes elliptiques, et pour 391, ça reste relativement modeste, mais le problème reste quand même très difficile pour de grands nombres, des nombres composés de centaines de chiffres, tels qu'on utilise en cryptographie quantique, par exemple, en cryptographie asymétrique, pardon. Les calculs sont très difficiles et le nombre d'étapes de calcul croît exponentiellement avec la taille de ces nombres, ce qui rend le calcul de la factorisation très difficile. Mais l'algorithme de Shor est, lui, rapide. Il utilise les propriétés quantiques. Ce n'est pas un calcul classique sur un ordinateur classique, c'est prévu pour faire du calcul quantique. L'algorithme de Shor, lui, est très rapide sur les grands nombres. La découverte de cet algorithme a soulevé beaucoup d'enthousiasme, puisque on avait là quelque chose de nouveau et d'assez fantastique, capable de résoudre des problèmes notoirement difficiles. Cet enthousiasme permit de lever des fonds, des budgets pour la recherche, et suscita beaucoup de vocations, aussi bien de théoreticiens que d'expérimentateurs. En 2001, par exemple, donc seulement 2 ans après, Grover trouve un algorithme qui permet de faire une recherche dans une base de données, donc une base de données de n valeurs, n entrées dans la base de données, et qui permet de rechercher une donnée particulière en un temps proportionnel à la racine carrée de n. Ainsi, si on a 1 million d'entrées, il ne faut que 1000 étapes pour trouver l'information non indexée. Et s'il y en a 1000 milliards, il faut 1 million d'étapes. Le gain est donc considérable. La mécanique quantique exploite la superposition quantique. Alors rappelons le qubit, qui est un état. On a 2 états de base, 1 et 0, et on a un état général donné par les nombres complexes, alpha et bêta, plus une condition de normalisation, ce qui fait qu'il y a 2 paramètres qui décrivent le qubit. Considérons maintenant 3 qubits. Ils peuvent être dans un état superposé, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Alpha, bêta, gamma, etc. Il y a donc en tout 8 états de base,
Donc 8 nombres complexes, avec la condition de normalisation, cela donne 14 paramètres. Et cela croît très très vite. Le nombre de paramètres continus, ils ne sont pas discrets, le nombre de paramètres continus décrivant l'état croît extrêmement vite. Par exemple, pour 64 qubits, ce qui est petit, hein, parce que quand on parle d'ordinateur, on parle de mégabits, de gigabits. Ici, pour 64 qubits, l'état dépend de 18 milliards de paramètres. La richesse des qubits est donc phénoménale. On peut y stocker des informations colossales, très complexes. Bien entendu, quand on fait la mesure, quand on mesure le résultat, par exemple ici, on va obtenir un résultat, par exemple 001. Donc il faut ruser pour utiliser toutes les propriétés quantiques pour faire tous les calculs nécessaires dessus, la mesure ne se faisant qu'à la fin pour donner le résultat. Par exemple, dans le cas de l'algorithme de Shor. Alors, je ne vais pas le voir en détail, il est assez complexe et ne nous apportera pas grand-chose. Si ça vous intéresse, et le calcul quantique vous passionne, vous trouverez une littérature considérable sur Internet, notamment sur l'algorithme de Shor, et sur d'autres algorithmes, d'autres méthodes, etc. Il y a énormément de documents disponibles sur Internet, très facile à trouver avec Google. On a donc, dans l'algorithme de Shor, un nombre n que l'on veut factoriser. On veut trouver, d'abord, un diviseur de n. On veut trouver un nombre qui divise le nombre entier n. Alors, il y a 3 conditions. D'abord, il faut que n soit impair. C'est pas grave s'il est pair, parce qu'alors il est divisible par 2, on a trouvé. Et on peut le diviser par 2 tant qu'il est pair jusqu'à arriver à un nombre impair. Il faut que n ne soit pas un nombre premier. Dans ce cas-là, il n'a pas d'autre diviseur que lui-même. Et on aurait trouvé aussi. Et il y a des tests de primalité très efficaces, très rapides. De même, il ne peut pas être égal à un nombre premier exposant n, exposant un nombre entier, par exemple, un nombre premier au carré ou au cube. Là aussi, il existe des tests très rapides, et les diviseurs sont simplement p, p carré, etc. Donc on a maintenant un nombre impair qui n'a pas cette forme. On génère alors un nombre a aléatoire, et on prend le plus grand commun diviseur de a et de n. Le calcul du plus grand commun diviseur est une opération qui est très rapide. Si on trouve un nombre différent de 1, et bien voilà, on a trouvé un diviseur du nombre n. On a fini. Sinon, on passe à l'algorithme quantique. Celui-ci va fournir ce qu'on appelle une période, peu importe, et qui, après quelques calculs classiques rapides, donne un diviseur de n. Il se peut que plusieurs itérations doivent être effectuées, mais même avec plusieurs itérations, l'algorithme reste très rapide. Schématiquement, l'algorithme de Shor a cette forme-ci. Ici, on a en entrée un certain nombre de qubits qui représentent le nombre n à factoriser. Et en sortie, on a le résultat, la période qui va servir au calcul classique pour le calcul du diviseur. Et les différentes boîtes que l'on voit effectuent différents calculs quantiques. Par exemple, les boîtes ici en entrée donnent des superpositions d'états. En fait, ce sont des portes de Hadamard que nous avons vues. La boîte ici est une boîte plus complexe qui effectue ce qu'on appelle une transformée de Fourier rapide, une QFT, transformée de Fourier. Et les boîtes ici, par exemple, effectuent des rotations de qubits. Donc, rappelez-vous, le qubit est représenté comme un point sur une sphère et on peut effectuer une rotation sur cette sphère du qubit. Et donc, on montre par divers calculs que cet algorithme donne les résultats attendus. Certaines boîtes sont assez complexes
notamment la QFT, et il existe actuellement des améliorations récentes de cet algorithme pour avoir des boîtes quantiques, des boîtes de calcul logique plus simples, et des travaux sont toujours en cours pour améliorer les algorithmes. Alors, quel est l'intérêt de ce calcul quantique outre l'algorithme de Shor? On sait que la puissance des ordinateurs est limitée. Un ordinateur ne peut faire que ce qu'il est capable de faire, en fonction de la taille de sa mémoire et de la vitesse de son processeur. Au cours du temps, la puissance des ordinateurs a augmenté. C'est la fameuse loi de Moore qui fait que le nombre d'éléments sur une puce double tous les 10 ans, je crois. Ou tous les 5 ans, je ne sais plus. En tout cas, il y a une augmentation du nombre d'éléments, une augmentation exponentielle, mais même comme ça reste encore limité face à certains calculs de plus. La miniaturisation est limitée sur une puce. Au début, on mettait quelques éléments, puis des centaines, puis des milliers, puis des milliards, mais il y a une limite. La limite, c'est la taille des atomes, on ne peut pas aller plus bas. Et actuellement, par exemple, Intel, avec son Skylake, avec une technologie de gravure à 14 nanomètres, a pris pas mal de retard, parce qu'elle est confrontée, mais justement, aux propriétés quantiques. Les lois de l'électricité ne s'appliquent plus à ces dimensions, où les fils ne font plus que 2-3 atomes de large, et la technologie est très difficile à mettre au point. Donc on arrive à la limite des capacités de miniaturisation. Face à ça, on a adopté d'autres stratégies, avoir des puces plus grandes, avec plus d'éléments. Les processeurs actuels sont des puces assez grandes, avec un grand nombre de pattes et énormément d'éléments dessus. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des multicœurs, en fait, une palette en silicium contenant plusieurs puces. Les processeurs multicœurs sont devenus courants, ou alors de multiprocesseurs, plusieurs processeurs. Les ordinateurs du marché, qu'on peut acheter en magasin, comportant 2, 4, 8 processeurs, sont devenus monnaie courante. Mais là aussi, il y a des limites. Parce que plus on met de puces, de processeurs, plus ça prend de la place. Un super ordinateur avec 10 000 microprocesseurs, c'est énorme. Il est très gros. Le coût augmente considérablement. Les gros supercalculateurs, les très gros, ne peuvent être achetés que par des États ou par des grandes institutions scientifiques ou commerciales, qui sont les seuls à pouvoir se permettre l'achat d'une telle machine. La consommation électrique augmente, parce que plus il y a de circuits électroniques, plus il y a de puces, plus il y a de composants, plus la consommation augmente. Il faut des systèmes de refroidissement très puissants, et un supercalculateur consomme l'énergie d'une petite centrale électrique. On parle là en centaines de mégawatts, c'est énorme. Donc c'est des limites sur lesquelles on commence à buter. Le calcul quantique peut aider pour certaines choses parce qu'il accélère les traitements, les calculs, dans certains cas. Mais il ne peut pas tout faire. Les gros traitements massivement parallèles sur des centaines, des milliers de processeurs, qui sont le calcul météorologique, climatique, les calculs de mécanique de fluide, pour calculer par exemple les structures des avions, des fusées, etc., ou même des voitures. Tout ça nécessitera encore des supercalculateurs. Ça restera leur domaine. Mais le calcul quantique, lui, peut être adapté pour des situations où en entrée, on a peu de données, donc pas des milliards de données, mais des centaines ou des milliers, comme la factorisation d'un grand nombre, quelques centaines de chiffres. Un calcul et une sortie donnée également par un petit nombre de données, mais où le calcul est très long, très compliqué, parce que soumis à ce qu'on appelle l'explosion combinatoire, donc comme les calculs de la factorielle de 3 c'est 6, factorielle de 4 c'est 24, factorielle de 5 c'est 120, ça grimpe exponentiellement, très très vite. L'explosion combinatoire peut rendre les calculs rédhibitoires. Il y a beaucoup de problèmes de ce type, tels que le problème du voyageur de commerce, etc. Face à ces problèmes complexes, notamment ce qu'on appelle les problèmes NP complets,
qui sont une classe de problèmes notoirement de ce type, et très lourds, il existe des méthodes approchées qui donnent de très bons résultats. Une méthode, par exemple, pour les problèmes de type voyageur de commerce, qui est à la recherche d'un plus court chemin dans une carte, la méthode dite du recuit stimulé. Ces méthodes donnent des solutions approchées, presque exactes, en un temps raisonnable. Mais il existe aussi des tas de situations où on aurait besoin de des réponses exactes, et pas d'une situation, d'un calcul approché. Et là, on est un peu coincé. Là, le calcul quantique peut intervenir. Par exemple, pour la factorisation des grands nombres. Notons que beaucoup d'algorithmes de cryptographie asymétrique, comme l'algorithme RSA, sont basés sur la difficulté de factoriser les grands nombres. Donc là, ça fait un petit peu peur en disant, mais on pourra casser facilement ces algorithmes. Avec la clé publique, on pourra retrouver, avec un calculateur quantique, on pourra retrouver facilement la clé privée. C'est vrai, mais c'est pas pour tout de suite. Et d'un autre côté, il y a la relève, par exemple la cryptographie quantique. La cryptographie quantique est encore en stade de développement, mais elle est quand même nettement en avance sur le calcul quantique, qui est beaucoup plus difficile. Et donc la relève est prête. Et on pourra donc profiter pleinement des avantages du calcul quantique sans remettre en cause la sécurité. Le calcul quantique reste difficile. D'un point de vue expérimental, il faut pouvoir manipuler des objets quantiques tels que des atomes ou des électrons, un à un, pour en faire des qubits et pour faire des opérations dessus. C'est pas facile. C'est pour ça que la recherche a progressé assez lentement. IBM, par exemple, qui a toujours été très actif dans ce domaine, a, en 1998, produit, on pourrait dire, le premier ordinateur avec 2 qubits. En 1999, 3. En l'an 2000, 5 qubits. En 2001, 7 qubits, peu de temps après, 12 qubits, et en 2014, une machine à 14 qubits. Ça reste encore très limité. D'abord parce que cette machine à 14 qubits ne fonctionne que peu de temps. Donc on a peu de temps pour faire fonctionner les calculs quantiques. Il faut que ça aille vite, sinon c'est fini. Et il faut tout recommencer. De plus, 14 qubits est très insuffisant. On montre que pour faire des calculs intéressants, il faudrait disposer idéalement d'au moins 300 qubits. Avec 300 qubits, on pourrait vraiment faire des choses intéressantes. Évidemment, encore mieux avec 1000, 2000, 10 000 qubits. Si on avait plusieurs milliers de qubits, ce serait vraiment le rêve. Mais actuellement, machine à 14 qubits. On en voit d'autres sortir. Hein. J'ai entendu récemment des annonces de machines un peu plus élevées. Il y a la fameuse, j'ai oublié son nom, une machine qui a été commercialisée, qui proposait des milliers de qubits. En fait, c'est pas vrai, c'est une méthode plutôt qui implémente une méthode de recuit stimulé utilisant des propriétés quantiques, mais c'est pas une vraie machine quantique généraliste. Mais les progrès sont quand même considérables. Et il y a énormément de recherches. Et pour essayer de trouver des façons pratiques de manipuler ces objets quantiques facilement, on a utilisé toutes sortes de choses. Par exemple, des qubits implémentés dans des ions calcium implantés dans un réseau cristallin. Ou on a utilisé l'optique quantique, utilisant des photons intriqués, analogues aux techniques de cryptographie quantique. Ou des supraconducteurs, avec deux fonctions Josephson, on peut créer un qubit. On a utilisé la résonance magnétique nucléaire, qui permet de contrôler les spins des protons. On a utilisé aussi des condensats de Bose-Einstein, parce qu'en ayant un grand nombre d'atomes dans le même état, on peut plus facilement les contrôler et les stabiliser. On a utilisé aussi des cavités résonantes, dans l'optique ou micro-ondes, ou alors des boîtes quantiques. Les boîtes quantiques
sont fabriqués avec des semi-conducteurs, tels que du silicium ou de l'arsénite de gallium, et dans une minuscule cavité, on peut piéger une charge électrique, un électron, dans un état de spin bien donné et le contrôler. C'est même une technique en plein essor actuellement, cette technique des boîtes quantiques. Et on commence à voir des petites puces contenant quelques qubits sous forme de boîtes quantiques. Des puces qu'on peut acheter. On ne les trouverait pas encore au magasin du coin, mais on sait certainement en acheter via Internet. Il y a des tas de difficultés. Outre cette difficulté technique de contrôler des objets petits et de les manipuler, il y a un phénomène appelé la décohérence. Alors, qu'est-ce que c'est que la décohérence? La décohérence quantique, c'est une interaction du système avec son environnement et qui fait perdre les propriétés quantiques. Les états de superposition quantique disparaissent, l'intrication quantique disparaît. Et donc, tous les avantages du quantique disparaissent. Et le système, le calculateur quantique s'arrête de fonctionner. Et la décohérence est malheureusement omniprésente et rapide. Une solution, c'est d'isoler au mieux les systèmes. Mais il y a une difficulté, parce qu'on doit pouvoir les contrôler, on doit pouvoir faire des manipulations dessus pour faire du calcul quantique. Donc il faut pouvoir interagir avec ces systèmes. Donc on a là deux exigences contradictoires. Les isoler complètement pour les protéger de la décohérence et ne pas les isoler pour pouvoir les contrôler. C'est donc difficile. Une technique qui est en pleine recherche actuellement est une méthode de restauration de la cohérence. On utilise d'autres qubits, des copies en quelque sorte, pour restaurer le qubit d'origine quand il perd sa cohérence quantique. Cette technique fonctionne bien, mais elle est complexe et coûteuse. Elle nécessite beaucoup de qubits pour avoir un seul qubit opérationnel. Mais la recherche progresse. Il y a énormément de recherches très actives dans ce domaine, partout dans le monde, en Chine, en France, aux États-Unis, partout. Tant dans l'amélioration de ces techniques expérimentales pour la fabrication de calculateurs quantiques, que dans les algorithmes, comme celui de Shor, d'autres algorithmes, pour améliorer ces algorithmes. Les algorithmes quantiques ne sont pas faciles. C'est très difficile d'imaginer, de trouver un algorithme tel que celui-là. Les méthodes de programmation que l'on apprend à l'école ou qu'on apprend de métier, c'est mon métier, je suis informaticien, tout ça ne convient pas. Il faut d'autres outils. Et donc, actuellement, beaucoup de recherches se font par des théoriciens pour essayer d'élaborer des méthodes de conception d'algorithmes quantiques, ou pour trouver des espèces de boîtes à outils qui permettent de concevoir des algorithmes quantiques. Un peu comme on a les librairies en informatique qui donnent toutes sortes de fonctions. Ici, on aurait des boîtes quantiques qui fournissent des fonctions quantiques pour du calcul quantique. Il existe même un site internet qui permet à tout un chacun de se faire la main là-dessus. Il y a un simulateur de calcul quantique, alors c'est pas un ordinateur quantique qui est derrière, c'est un simulateur, mais il permet de simuler des systèmes avec quelques qubits, et il permet de se faire la main sur des algorithmes, pour essayer de mettre au point des algorithmes, dans l'espoir de trouver des idées, des bonnes solutions, de susciter des vocations. Et donc il y a énormément de recherches, ça passionne des milliers de gens dans le monde, et il n'y a guère de doute que dans quelques années, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans, on verra, quelques années, on commencera à avoir de vrais ordinateurs quantiques opérationnels. Alors ça sera peut-être dans des laboratoires, mais il n'y a pas de doute que des interfaces seront fournies via Internet, probablement payantes, pour pouvoir exploiter du calcul quantique, même si on ne peut pas s'acheter ou fabriquer une machine de calcul quantique. Donc, tout cela se développe très vite et est très prometteur. Voilà, alors j'ai parlé plusieurs fois de la décohérence quantique. Je viens de le faire. Et donc ça, c'est le sujet que nous allons aborder maintenant. Nous quittons ces applications. Nous allons maintenant aborder le sujet, l'important et passionnant sujet de la décohérence quantique.
Et nous commencerons dans la prochaine vidéo par un outil important qui est la matrice densité. Je vous remercie.